Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est parti pour la grande édition de 20h. Les titres, les douleurs du Diola, toujours vivaces 15 ans après la tragédie. Les préoccupations des familles des victimes sont claires. Justice et renflouement du bateau. On en parle longuement dans ce 20h avec notre invité Idriss Diallo, membre du collectif pour l'érection du mémorial Le Diola. Santé, le Sénégal effectue un grand bond concernant le taux de prévalence contraceptive. Il est passé de 12 à 25% des chiffres annoncés à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la contraception. La sortie du gouverneur de la BCEAO sur le franc CFA, Al-Aminouli, soutient que cette monnaie ne souffre d'aucune crédibilité puisqu'elle remplit toutes les trois fonctions nécessaires. Vous l'entendrez dans ce journal. Et puis basket, Ndaysen et Louis Adams, sacré reine et roi du basket 2017. TFM est allé à la rencontre du roi qui dit toute sa satisfaction. Voilà le sommaire de cette édition. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Le gouvernement a été représenté à Ziguinchor par une forte délégation conduite par le ministre des Forces armées, Augustin Tine. Le ministre des Forces armées s'est incliné devant la mémoire des victimes du Diola avant d'annoncer des mesures fortes prises par l'État pour le développement de la Casamance. Je vous propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Boubacar Diassi et Lamine Magnan. En cette douloureuse circonstance, je voudrais tout d'abord, au nom de Monsieur le Président de la République, du Premier ministre, de l'ensemble du gouvernement et de tout le peuple sénégalais, m'incliner devant la mémoire de ces personnes, ces martyrs du Diola, serviront de sentinelle de notre mémoire collective pour qu'une pareille tragédie ne se reproduise plus jamais. L'État du Sénégal a, depuis l'avènement de ce douloureux événement, pris des mesures fortes, parmi lesquelles, je cite, le versement de la somme de 10 millions aux familles de victimes qui le désirent, le vote en 2006 de la loi sur les pupilles de la nation et l'aide mensuelle octroyée aux 800 enfants de victimes. Par ailleurs, de gros efforts sont en train d'être faits en termes d'infrastructures routières, ce qui permettra dans le court terme aux gros porteurs de contourner la Gambie pour pallier les dommages liés à la durée du stationnement dans ce pays. L'État ne s'arrêtera pas là, car des mesures fortes concernant le développement de la Casamance sont intégrées dans le programme Sénégal émergent, PSE, et elles ne tarderont pas à se réaliser. Voilà donc, je vous l'annonçais dans les titres, notre invité Idriss Diallo, membre du collectif pour l'érection du mémorial Le Diola. Monsieur Diallo, bonsoir. Bonsoir, Figaro. Je suis ravi d'avoir accepté cette invitation. Vous avez suivi cet élément. Souvent, des observateurs disent que ce dossier est en train d'être banalisé par l'État du Sénégal qui voudrait oublier cette histoire. Est-ce que vous, en tant que partie prenante de cette histoire, vous avez cette impression? Oui, tout à fait, hein, parce que j'ai écouté le ministre des Forces armées. J'ai vu qu'il a parlé d'indemnisation. C'était l'occasion de créer la cacophonie dans l'affaire du Diola, car c'est un président de la République qui avait décidé d'indemniser. Ce n'est pas la justice. Donc on sait ce qui s'est passé. Le drame que ça a créé même dans les familles de victimes, on n'en parle pas. On a parlé de la prise en charge des orphelins. Une loi, il dit qu'une loi a été votée en 2006, mais qui est devenue effective qu'en 2012. Ça, il ne l'a pas dit. Donc les orphelins qui avaient 10 ans ou 8 ans, ou 9 ans au moment du drame n'ont jamais été pris en charge par l'État. Parce que la loi prenait effet 10 ans après. On a dit que seuls les mineurs seraient pris en charge en 2012. Donc voilà, 10 ans après, donc voilà. C'est les mesures, je dis, voilà, qui devaient exister. Mais l'entrée principale, c'est la justice, la lumière. Avant même les mesures, est-ce que l'État fait de son mieux quand même pour commémorer cette tragédie qui a fait tant de mal à cette population sénégalaise? Je crois qu'il n'y a aucune volonté. Ils ne peuvent pas ne pas aller à Ziguinchor.
C'est ça qui fait qu'ils vont à Ziguinchor. Mais ici, est-ce que le gouvernement a envoyé quelqu'un dans les lieux de commémoration ici à Dakar? Le gouvernement réside ici à Dakar. Tantôt, on a reçu des premiers ministres pendant les commémorations, mais ça montre le mépris, hein, je peux, entre guillemets, qu'ils ont. Quand on dit banalisation, c'est dans le processus de banalisation. C'est de montrer que ce n'est pas important, c'est rien, c'est ça, on leur donne l'argent, on a pris les trucs. Non, ça, c'est la fin. On a commencé par la fin. On devait terminer par l'indemnisation en disant aux gens d'abord ce qui s'est passé. Mais je rappelle que ce navire-là, dont on parle tout le temps, est toujours là où il est. On va en parler tout à l'heure de ce renflouement. Mais vous avez entendu le ministre parler de promesses avec la Casamance, essayer de construire des routes pour mieux désenclaver cette région au sud du pays. Ces promesses-là, c'est des vœux pieux ou bien ça va être réalisé? On en parle depuis avant 2002. En 2002, je me rappelle ce grand discours du président de la République. Le désenclavement de la Casamance, c'est une grande question. On a vu tout le calvaire que nous subissons en traversant la Gambie. Je crois que ça n'a jamais été une priorité. Et on va parler de route à l'intérieur de la Casamance. Ça ne désenclave pas la Casamance. Quand on a désenclavé la Casamance, c'est la Casamance par rapport aux autres régions. Moi, je ne vois pas les grands projets dont on parle, qui doivent peut-être le pont de la Gambie, hein, qui est là, qui a commencé. C'est ça qui va peut-être désenclaver. Mais les projets, quand on en parle, je crois qu'il faut que les gens parlent de réel. Qu'on ne parle pas de ce qui est en train de se faire en annexe autour d'une ville ou entre deux villes. On dit qu'on est en train de désenclaver une région. Une région, c'est une entité qu'on désenclave par rapport à d'autres entités. Pas à l'intérieur de cette région. Enfin, ma conception, ma compréhension du désenclavement, c'est l'entité par rapport à d'autres, mais pas à l'intérieur de l'entité. Voilà. Et puis on va suivre cet élément. Donc le temps qui n'a pas apaisé les douleurs, les interrogations qui persistent selon les parents des victimes rencontrées ce matin au cimetière de Saint-Lazare. Ces derniers attendent toujours le renflouement du navire. Un reportage signé Fatima Ba et Tierno Laurent Mendy. Une journée de prière et de recueillement pour les victimes du Diola. Jeanne d'Arc Coly a perdu 10 membres de sa famille dans ce drame. 15 ans après, la douleur est toujours la même. Les interrogations aussi. Moi, j'ai perdu presque 10 personnes dans ma famille. Mais je confie ça au bon Dieu. Oui, c'est lui qui nous a donné, c'est lui qui a pris. Mais on essaye de trouver une solution pour la situation du naufrage du Diola, surtout les enfants. En cette journée spéciale, elle tient également à dire tout ce qu'elle a dans le cœur, attirer ainsi l'attention des autorités. Mais il faut qu'ils revoient la situation du naufrage du Diola. Parce que le naufrage du Diola, il faut savoir les personnes qui ont perdu leurs parents. Surtout. Parce qu'ici au Sénégal, on dit que vraiment j'ai perdu. Comment? Est-ce que c'est vrai? Il y a une situation qu'on ne peut pas dire le gouvernement. Mais il y a des gens qui sont tellement gourmands. Au lieu de donner les gens qui ont besoin, qui ont perdu leurs parents. Affaire bi dafa am lu ci laxasu. Waaw. Le gouvernement dañu war a xool nu woowaat ñi nu xam réellement. Parce que da ngay wax ne sama parent comment. Affaire bi daf nuy metti. Waaw. 15 ans après le naufrage du Diola, les parents des victimes attendent toujours le renflouement du bateau. Il faut bien qu'on change nos comportements. Il faudrait que les autorités s'appuient sur de tels événements pour pouvoir prendre des mesures. Malheureusement, on est dans le masla. Le grand masla qui fait que nous ne pouvons pas avancer de la sorte. Et 15 ans après, qu'est-ce qu'il en reste? Le renflouement du bateau aussi, qui serait une bonne initiative, parce que ça permet au moins d'avoir une stèle, avoir quelque chose, quelque part, où les gens pourront se recueillir et se rappeler cet incident malheureux qui a frappé notre pays il y a 15 ans de cela, et qu'aujourd'hui on semble oublier complètement. Amnésie ou banalisation, c'est le thème choisi cette année. Les autorités sont de nouveau interpellées. Les responsabilités doivent être situées afin que les familles puissent faire le deuil.
Voilà, Monsieur Diallo, je rappelle que vous avez payé quand même un lourd tribut dans cette tragédie du Diola. Alors, comment faire le deuil du Diola alors que le bateau est toujours sous l'eau, comme l'a dit le sociologue Serigne Morbaye, le Diola nous a plongé dans un deuil interminable. Oui, parce que certains l'ont voulu ainsi, pour cacher leur incompétence ou leur refus de faire la lumière, de travailler sérieusement. On préfère laisser le navire là où il est tombé. C'est très grave, c'est très dangereux. Et c'est un mépris encore, comme je le dis. Et nous avons perdu nos enfants, nous avons perdu nos papas, nos frères, nos soeurs, nos amis. On n'a pas retrouvé le corps. On se dit qu'ils sont là, quelque part. C'est la première fois au monde que je vois ça. Et ça rend le deuil plus difficile à supporter. Plus difficile, mais c'est parce qu'il y a d'autres choses encore. C'est la première fois que je vois des gens mourir quelque part. On sait là où ils sont morts, ils sont identifiés, on ne va pas les chercher. C'est le seul cas, Diola. Personne n'allait l'accepter. On nous a fait subir ça, on ne l'a pas accepté. On ne l'acceptera pas. Le gouvernement avait posé un problème de moyens dans un premier temps. Nous avons cherché des partenaires qui étaient prêts à le faire. Des Américains, puis l'Union européenne. Le gouvernement s'est opposé encore. Mais ce sont les nôtres quand même. C'est à nous de décider de ce qu'il faut faire de ces gens. Et justement, le président de l'Assemblée nationale, quand il était dans l'opposition, avait dit qu'il avait des partenaires qui pouvaient renflouer ce navire. Vous étiez à l'Assemblée nationale. Le débat ne s'est jamais posé? Oui, on a fait des débats, peut-être en commission technique, avec les ministères concernés en général. Donc, sur la justice, sur le renflouement, sur les pupilles de la nation, ces débats sont posés. Je crois que les associations de familles, quand j'étais à l'Assemblée, ont pu rencontrer les différents présidents de groupes parlementaires. On a eu à travailler un peu là-dessus. Bon, mais je crois que ce n'est pas là que se pose le problème. Le problème du Diola se pose à la présidence de la République. C'est le président Ouad, c'est le président Macky Sall. Mais pourtant, même Macky Sall, alors ministre, avait fait la promesse que le bateau allait être renfloué. Et qu'est-ce qui bloque vraiment? Non, mais on avait l'espoir. Mais vous savez, ce bateau, il a beaucoup de choses à raconter aux Sénégalais. Et ce que le bateau doit raconter, c'est ce qui gêne ceux qui nous dirigent. Parce qu'il y a eu de la négligence, la cupidité, il y a tout. Et le mensonge d'État encore. Parce qu'en disant aux gens, on était au courant à 8 heures, nous, on a l'information maintenant que les autorités étaient au courant un peu avant minuit. Il y a des informations, je le dis, dans les micros. Avant minuit, on a eu le comportement vraiment désastreux de ces gens-là. Ils n'ont pas pu prendre le bateau en charge, ils n'ont pas pu sauver, ils n'ont pas pu dire la vérité aux Sénégalais. Maintenant, ils refusent que le corps du délit, que constitue le bateau, soit là, avec tout ce qu'il a raconté. Donc voilà un peu, je ne sais pas en quoi Macky Sall est gêné dans cette affaire. Ça manque de volonté de sa part, parce que ce n'était pas lui le responsable principal, c'était le président Ouad. Lui, en venant, il a suscité beaucoup d'espoir. On croyait qu'il allait nous écouter, on croyait qu'il allait faire des choses. La demande, ça c'est une demande des familles. C'est plus de 2000 victimes. Si je vous dis une chose, je ne sais pas si vous voulez me croire, le gouvernement a annoncé 1863 victimes. C'était le Premier ministre Idrissa Seck, quand il présentait son discours de politique générale, a sorti le chiffre. Jamais une liste n'est venue confirmer ça. Toutes les listes qui circulent sont les listes de familles de victimes. Alors qu'on parle plus de 2000 morts. Mais parce qu'aujourd'hui, s'il publiait la liste, il y a plus de 2000 morts. Le gouvernement n'ose pas publier ça. Mais comment on peut avoir un accident comme ça? L'État propriétaire du bateau, l'État dont ce sont les agents, les fonctionnaires qui exploitaient, enfin qui travaillaient dans ce bateau, n'est pas capable de présenter une liste des victimes. C'est manque de respect, manque de considération pour ceux qui sont restés. Nous sommes des pères de famille comme eux, nous sommes des enfants comme eux. Donc il faut qu'ils se mettent à la place des gens. On a vu comment ils se comportent quand il s'agit de leur famille, quand il s'agit de leurs enfants. Mais on aurait tout pour eux. Mais 2000 de leurs compatriotes, mais c'est rien, même 2000 poulets, c'est mieux traité que ça. Voilà, nous restons avec les familles des victimes, M. Diallo, qui dénoncent un dédommagement discriminatoire, car toutes les familles n'ont pas reçu d'aide et les pupilles de la nation sont toujours laissées en rade. Un sujet signé à Pape Faraning et Diafaraba. Vraiment. 15 ans après le naufrage du bateau de Diola, la douleur et la tristesse sont toujours présentes. Jusqu'au moment où je vous parle, nous n'avons pas encore récupéré le corps de la victime. Mais c'est très difficile. Idem pour mon beau-père. Vraiment, c'est insoutenable si je repense à ses enfants. Ça s'appelle Maïté. C'est elle qui était la chien de la famille.
Elle ne voulait pas partir, mais on l'a obligée. Germain Gomis, un des rescapés des catastrophes maritimes, se souvient des détails. Depuis, il est sans assistance. J'étais en train de dormir. Tout d'un coup, je balançais et après le bateau a coulé. C'était indescriptible dans cet endroit. Il y avait beaucoup de monde. Là où j'étais, il y avait 2 écoles de football. Des enfants, ils sont tous morts. Tim dénonce un dédommagement discriminatoire, surtout chez les pipis de la nation. L'État m'a donné une seule fois 5 millions. Après, rien. Je suis là sans soutien. L'État, à part les 10 millions qu'il a donnés pour les trucs, il n'a rien fait. Des fois, nous aurons des problèmes, mais comment faire? Près de 2000 personnes ont laissé leur vie dans ce naufrage, mais pas de responsable jusqu'à ce moment. Ce que déplorent les familles des victimes. Comme l'État est plus puissant que les autres, jusqu'à présent, ils n'ont rien fait. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi? Je n'arrive pas à comprendre. Le gënoon a important ñu génnal ñu tégal ñu ko ci benn côté nga xamné chaque année comme jouru suba ni ñu dem jalé suñuy morom yi nga xamné dess nañ fa. Même si 15 années sont passées, la douleur reste béante. Les familles des victimes continuent de pleurer les morts et réclament justice et plus d'assistance à leur égard. Papa Ranning, 15 années donc après le naufrage, le président des familles des victimes déclare qu'aucune introspection n'a eu lieu. La preuve, les routes ont fait plus de morts que le Diola en 15 ans. Il déclare que le dossier sera porté devant les juridictions internationales et il invite le chef de l'État à faire le déplacement en Casamance lors de la prochaine commémoration. Boubacar Diassi, Lamine Magna. Naufrage du bateau le Diola. 15 ans après, les Ziguinchorois apprécient la gestion du dossier par l'État. Personnellement, je ne suis pas content parce que l'État a négligé les familles des victimes. Certaines familles ont tout perdu dans ce naufrage, d'autres la moitié de leurs membres. L'État a négligé toutes ces victimes. Personne n'est content. Après ce naufrage, certaines familles sont devenues complètement pauvres. Dites à Macky Sall d'aider ces familles-là. Sur l'indemnité accordée par l'État aux familles des victimes, la réponse de ce Ziguinchorois. Ça serait rien, c'est Abdoulaye qui avait fait cela. Il doit mettre la main à la pâte et faire des efforts lui aussi. Certaines familles sont vraiment devenues complètement pauvres. Que des responsables répondent de l'accident, une exigence des Ziguinchorois. Parce que les raisons sont simples. On a parlé d'indiscipline et le non-respect des normes sécuritaires. Par conséquent, les sanctions ne sont pas suffisantes. C'est pas logique. Parce qu'un citoyen lambda n'est pas protégé. C'est comme un forfait. Il vole un poulet, il est automatiquement traduit en justice. Et comment se fait qu'un bateau qui a servi avec autant de morts, qu'il n'y ait pas des gens qui sont traduits en justice? La banalisation de la commémoration par l'État, un autre grief. Il n'y a plus assez d'engouement comme auparavant. Et je pense qu'à un moment donné, il va falloir maintenant revoir tout cela. Ça sera pour voir maintenant comment il faudra organiser ça. C'est comme si on est en train de tout faire pour nous faire oublier en tout cas ce naufrage-là. Il n'y a plus ces grandes autorités en son temps qui venaient régulièrement passer ces moments forts avec la population. Aujourd'hui, on nous envoie un chef de cabinet, un chargé de mission, ou bien on nous laisse avec notre gouverneur pour célébrer en tout cas dans la plus grande sobriété. Ce sont près de 2000 personnes qui ont péri dans le naufrage du bateau le Diola. Voilà donc beaucoup de questions soulevées dans ce reportage. Mais d'abord, l'indemnisation. Est-ce que vous pensez que cela a été fait dans les règles de l'art? Oui, l'indemnisation, il faut rappeler d'abord que c'est une décision. C'était une promesse d'abord du président Baywad dans son discours du 2 octobre 2002 et qu'il a exécuté, qui a décidé du montant. Et certaines familles n'ont pas pris cette indemnisation en disant que ce n'est pas au président de la République, c'est pas au président de la République de décider du montant et de l'indemnisation, c'est à la justice. Donc il faut encore revenir à la porte d'entrée, faire justice et que le juge se prononce sur l'indemnisation. Mais cette indemnisation a créé un deuxième naufrage. Il y a beaucoup de petits-enfants qui ne parlent plus à leurs grands-parents, ceux qui ont pris.
parce que la maman des enfants, mariée au fils de sa grand-mère, la grand-mère dit que son fils qui est parti, puisqu'il ne s'entend pas avec sa belle-fille, voilà, elle ne touche pas à l'argent, voilà, ça crée trop de problèmes, l'État ne s'est jamais soucié de ça. Mais il y a une partie des familles de victimes aussi qui n'a pas pris l'argent en disant que c'est comme si ils étaient en train de vendre la vie de leur aide qui était chère. Donc voilà, cette indemnisation, ça crée plus de problèmes que ça n'a réglé. Et à côté de cela, il y a également la question des pupilles de la nation. Oui, on a commencé par ça en disant que les pupilles de la nation, c'était une promesse du président Wade aussi dans ce même discours. Il a fallu qu'on bagarre pour que le dossier arrive à l'Assemblée nationale, parce que je rappelle que c'était en 2002 l'accident, c'est en 2006 que l'Assemblée nationale s'est prononcée, et que le décret d'application n'est sorti qu'en 2012, donc 10 ans après. Manque de volonté totale. Et là, pourquoi on dit que c'est discriminatoire? C'est parce que ceux-là qui étaient orphelins au moment de l'accident et qui avaient plus de 8 ans, soit ils ont 9 ans ou 8 ans et quelques, au moment de la prise en charge, ça c'était entre les deux tours de l'élection présidentielle. C'était entre les deux tours de l'élection présidentielle de 2012. Bon, on dit qu'ils sont majeurs, ils ne sont pas pris en charge. Et pourtant, certains étaient à l'université et tout. Je crois que ça, c'est discriminatoire. Ils ne peuvent pas être orphelins au moment du naufrage. 10 ans après, l'État s'exécute en disant, oui, ces 10 ans-là, vous les perdez parce que moi, j'ai tardé à m'exécuter. Voilà l'aspect discriminatoire et l'aspect vraiment pas tout à fait égalité. Enfin, il n'y a pas eu d'équité, en fait, dans cette affaire. Voilà. Un autre problème qui a été abordé dans ce reportage, c'est le volet judiciaire. Aujourd'hui, le Diola est un dossier clos. Oui. Parce que le procureur de la République en avait décidé ainsi au Sénégal. C'est malheureux qu'un procureur de la République prenne une décision comme ça, quand près de 2000 de ses compatriotes souffrent, enfin, sont morts, et que des familles sont en train de souffrir. Ce procureur, il est là au nom de la République, au nom des Sénégalais, il est maître des poursuites. Il a décidé, en août 2003, de classer le dossier sans suite, sans que la justice sénégalaise ne connaisse de ce dossier, parce qu'aucune enquête judiciaire n'a été ouverte au Sénégal. C'est grave au Sénégal. C'est pas nous sommes dans quel pays, même les républiques bananières ne fonctionnent pas comme ça. Au moins, il y a une enquête, et puis les gens voient à part de l'enquête comment tourner les choses. Mais un procureur se décide, voilà, le dossier est classé sans suite. Mais ces procureurs, moi, le cri de cœur que je lance, c'est que les procureurs, il faut qu'on donne les moyens au peuple aussi de juger ces procureurs. Je crois qu'ils en font trop. Ils s'amusent avec la vie des gens, ils s'amusent avec la liberté des gens. Ils ne peuvent pas continuer comme ça à décider. Parce que maître de poursuite, je classe le dossier, même si des gens ont tué des trucs, je ne fais pas de poursuite, on les classe. Non, moi je ne suis pas d'accord. J'ai dit, monsieur le procureur qui a pris cette décision, je ne suis pas d'accord avec lui, je ne serai jamais d'accord avec lui. Mais justement, qu'est-ce qui pourrait permettre de rouvrir ce dossier? Décision politique, volonté politique. Vous savez, le judiciaire, je ne suis pas un juriste, hein. Et c'est que quand il y a un procès ouvert quelque part, ou bien il y a des dates de proscription, tout ça s'est passé. Mais le politique peut toujours décider sur le judiciaire en disant, je ouvre tel dossier. Je vous donne comme exemple le maître Abdoulaye Wade, qui est un juriste. Quand il est arrivé, il a dit qu'il va réouvrir le dossier Mamadou Dia. Et moi, c'est cet exemple-là seulement qui me permet de dire qu'aujourd'hui, si le politique décide d'ouvrir ce dossier, en tout cas, moi, président de la République demain au Sénégal, je rouvre le dossier de Diolo Diola. Et les Sénégalais ne vont pas m'en vouloir. Ils sauront qu'il y a une injustice qui est là, qui est en train de courir, que je veux réparer. Que le président Macky Sall, et ce courage politique, ou cette volonté politique de rouvrir le dossier de Diola, s'il lui-même a la conscience tranquille dans cette affaire. Nous en avons besoin, nous sommes ses concitoyens. Nous ne sommes pas d'esclaves. Même les esclaves ont droit à la justice. Alors, mais pourquoi ils refusent? Que Abdoulaye Wade l'avait refusé, je peux le comprendre, c'est sous son règne. Il était un peu gêné, mais Macky Sall, il était ministre, c'est vrai, dans le gouvernement. Peut-être qu'il a eu à faire quelque chose. En tout cas, c'est ça, quand on pousse la réflexion, c'est comme si lui aussi se sent concerné quelque part par son naufrage, concerné en termes de responsabilité. La disparition du commandant n'a pas facilité les choses. Non, ça n'a rien à voir. Moi, pour moi, le commandant aujourd'hui est une victime de l'accident. Il a pris un bateau qui a fait un accident. Cet accident, aucun secours n'a été organisé. Le commandant lui-même, au moment après l'accident, avait besoin de secours. Ce n'était pas lui d'organiser, c'est ceux qui étaient sur terre, c'est cela, qui devaient organiser. Donc le gouvernement du Sénégal avait failli. Il ne faut pas qu'on mette tout ça sur le dos du commandant. Le commandant est une victime qui avait besoin de secours, comme toutes les victimes qui étaient dans le bateau. Ce n'était pas à lui de l'organiser, c'était au gouvernement du Sénégal qui a failli encore une fois sa mission. Voilà, M. Diallo, on va revenir pour les dernières questions. Et la surcharge, quand même, plus que jamais une réalité aujourd'hui avec non-transport en commun, chauffeurs et apprentis usagers se rejettent la responsabilité, l'indiscipline et l'impatience règnent en maître. Un sujet signé Maïmouna Ndiaye et Marnia.
Après une journée bien remplie, le voilà sous l'abri de bus. Dans cet arrêt, trouver un moyen de transport n'est pas chose aisée, surtout à cette heure de pointe. Raison pour laquelle Abdourahmane ne refuse pas la surcharge. C'est dur et stressant à la fois d'attendre un véhicule de transport en commun. Vraiment, nous n'avons pas le choix. Rester sous l'abri de bus n'est pas souhaitable. Ce 26 septembre, l'on se rappelle le naufrage du bateau le Joola. 15 ans après, les enseignements sont-ils tirés? Il y a certains apprentis cars qui font du n'importe quoi. La plupart préfèrent la surcharge pour gagner plus. Et nous sommes obligés de payer une amende qui varie entre 3 000 et 6 000 francs. Parfois, nous roulons à perte à cause de cela. Ça ne dépend pas de nous, franchement. Quand les chauffeurs imputent la responsabilité aux apprentis, ça donne cela. Je dirais que les passagers nous imposent le surnombre. Ils sont nombreux, ceux qui préfèrent rester sous l'abri de bus. Quoi faire? À qui la faute alors? On a déduit tout simplement que le surnombre de passagers est devenu une habitude bien sénégalaise. Quel que soit l'âge, les sanctions annoncées, on en est toujours au point de départ. Pour clore ce dossier, donc retour sur la pire tragédie maritime de l'histoire du Sénégal, un pays tout entier blessé dans sa chair. Un récit signé Ibou Diouf. Sur le port de Dakar, ce matin du vendredi 27 septembre 2002, une foule toujours plus dense et plus inquiète se presse sur le quai. Le Joola, ce transbordeur de côtière à fond plat qui assure la liaison entre Ziguinchor, dans le sud du pays et la capitale sénégalaise, n'est toujours pas arrivé à destination. D'abord, on veut croire à un simple retard ou à un accident technique dont le navire est coutumier. Mais les spéculations cèdent bientôt la place à une terreur qui rapidement se propage avant que les autorités militaires qui gèrent la ligne n'en confirment la teneur. Le Joola aurait chaviré en pleine mer au cours d'un violent orage. L'annonce de la catastrophe porte l'angoisse des familles à son comble, mais personne à ce moment ne se doute encore de l'ampleur du drame qui s'est produit la veille au soir, loin de Dakar, à 40 km au large des côtes gambiennes. En moins de 5 minutes, l'eau s'engouffre par les hublots inférieurs et le Joola chavire, prenant au piège de ses parois métalliques la majorité de ses occupants. Au total, 64 personnes auront survécu à ce naufrage, considéré comme l'une des plus importantes catastrophes maritimes de l'histoire en temps de paix. 48 heures après le naufrage, le président Abdoulaye Wade évoque les responsabilités individuelles et nomme une commission d'enquête. Le ministre des Transports et celui des Forces armées sont limogés, suivis quelques mois plus tard par le chef d'état-major des armées. Des rapports d'enquête publiés une semaine plus tard incriminent l'armée. Au Sénégal, la procédure est enterrée depuis 2003, moment où la justice sénégalaise a conclu à la seule responsabilité du commandant de bord disparu dans le naufrage. Les familles des victimes s'étaient alors tournées vers la justice française, puisque 18 Français font partie des victimes. En août 2003, une information judiciaire est ouverte en France pour homicide involontaire. Le navire transportait 1928 personnes, alors que la capacité d'embarquement était limitée à 536 passagers. Le ferry n'était pas en état de reprendre la mer. Les secours avaient tardé à arriver. Il s'agit cependant de la première bataille perdue pour les familles. La justice française écarte en effet de la procédure deux anciens ministres protégés par leur immunité. En octobre 2014, deuxième bataille perdue avec la justice française qui rend une ordonnance de non-lieu. Au nom d'une jurisprudence, les avocats font appel et cet appel sera rejeté. Le Joola, le pire drame maritime de l'histoire. Alors, M. Diallo, aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes avec l'érection de ce mémorial, le Joola? Oui, bon, le comité, il faut rappeler d'abord qu'il a été mis en place depuis 2007. Il nous a permis de mettre tout le monde ensemble. Toutes les associations de familles de victimes sont dans ce comité. Donc, c'est lui qui est le plus devant.
l'État du Sénégal, depuis 2 ou 3 ans, avait décidé d'ériger un mémorial musée à Ziguinchor. Le projet initial, c'était ici à Dakar. Il faut rappeler encore que les funérailles nationales ont été organisées à la place du souvenir. C'est ce qui lui a donné son nom. C'est un décret venu en 2003 pour créer la place du souvenir. Et nous, au début, quand on venait à la place du souvenir, on était écondus. C'est de la police au départ. Il a fallu qu'on s'impose là-bas, en fait. Et le président Wade avait décidé d'ériger une place à côté. Je crois qu'avant qu'il parte, ils avaient procédé à la pose de la première pierre. C'était clôturé par des zincs. Et il a fallu que le ministre Youssou Ndour, lui, il arrive comme ministre de la Culture. Nous avons convié, enfin, il nous a demandé des dossiers, on a tout donné. On a demandé notre avis, ce qu'on a donné par rapport à ça, que les zincs soient pris alors qu'on était pour le projet, sans nous informer. Pourquoi ce projet a été abandonné? On a forcé un peu. Le ministre Mbagnick Ndiaye, après lui, a lancé un projet. Il y a eu des inscriptions budgétaires. Donc il y a eu un concours architectural. Donc un cabinet a gagné. Moi-même, j'ai fait le déplacement avec le ministre Mbagnick Ndiaye, je crois que c'est l'année dernière, à Ziguinchor, pour visiter le terrain. On l'a vu. Maintenant, on attend que ça se concrétise. Je sais que, en tout cas, j'ai vu la maquette, ça a été payé et tout ça. Maintenant, c'est la réalisation qui reste. Mais avec le ministre, il était question qu'on fasse ce musée à Ziguinchor avec réplique, c'est-à-dire un musée pareil à Dakar. C'est 2 ports d'attache. Donc voilà, on attend, mais le nouveau ministre, je l'ai entendu ce matin. Je n'ai pas entendu ça dans ses propos. Voilà. Il faudrait qu'il reprenne les documents pour voir que c'est un musée à Ziguinchor, mémorial à Ziguinchor, avec réplique à Dakar. C'est de la même chose quelque part ici à Dakar. Voilà. Merci, M. Diallo. Avant de vous lâcher un commentaire sur l'actualité politique avec cette histoire, l'ancien secrétaire général de l'ALD qui a dit avoir reçu 4 millions du chef de l'État chaque mois. Vous, en tant que politique, comment est-ce que vous jugez cela? Bon, c'est vrai, ça crée beaucoup d'indignation dans l'opinion publique. À juste raison. Moi, je crois que non. Moi, je crois que c'est pas nouveau. C'est lui qui a parlé. Si tous ceux qui sont à Benno Bokk Yakaar pouvaient parler aujourd'hui, les leaders, ils auraient dit qu'ils ont tous eu peut-être des montants plus importants. On a vu sous Wade, il y avait certains au secrétaire général, on a dit qu'il percevait 30 millions par mois. Il était le seul à dire, mais la CAP 21, je ne sais pas si c'était CAP 21 ou comment ça s'appelait, on aurait pu, si les leaders parlaient, moi quelqu'un me disait on donnait même du riz. On donne beaucoup d'argent et du riz, des sacs de riz pour donner ça aux militants. Donc Ndoye a dit, il a voulu être clair, mais on croit qu'il est le seul. Et je crois qu'à mon avis, il doit être celui qui a perçu le moins. Alors qu'on n'a qu'à demander aux autres partis alliés de Benno Bokk Yakaar. Le Parti socialiste. Bon, je n'en sais pas grand-chose maintenant parce que je ne suis pas trop convié dans leur activité. Mais je sais qu'il y a un certain moment, le bruit courait, qu'ils prenaient aussi. Alors combien, je ne sais pas. Mais le bruit a couru, les gens ont entendu, tous les partis de Benno Bokk Yakaar. Maintenant, en tout cas, les montants, les proportions qu'on entendait de l'autre côté, ce n'est pas la même chose qu'ici. J'ai trouvé ça très faible, très négligeable par rapport à ce qu'on faisait. Voilà. Merci, M. Diallo. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de 20h pour aborder la question du Diola. Justement, on va continuer cette édition avec la sortie médiatique de l'ancien secrétaire général de la Ligue démocratique qui continue de susciter beaucoup de commentaires. Le directoire du parti confirme les 4 millions mensuels remis à Mamadou Ndoye, alors secrétaire général de la LD, ce que fustige le chroniqueur Mandiaye Gaye, ancien du PIT, qui qualifie l'acte de corruption de l'État envers les partis alliés. Un sujet signé Habib Faye et Mardiane. 192 millions de francs CFA, c'est la somme reçue par l'ancien secrétaire général de la Ligue démocratique, Mamadou Ndoye, durant son mandat de 4 ans. Moussa Sarr, membre de la Ligue, confirme et précise. Dire clairement que la Ligue démocratique n'a jamais reçu du palais de la présidence de la République une somme de 4 millions pour financer ses activités. Ce dont il s'agit, c'est extrêmement clair et Mamadou Ndoye l'a dit, c'est l'ancien secrétaire général du parti, Mamadou Ndoye lui-même, qui recevait 4 millions du président de la République. L'argent que Macky Sall donnait à Mamadou Ndoye n'était pas destiné à la LD. Cet argent-là appartient à Mamadou Ndoye. Mais là, c'est Mamadou Ndoye qui donnait l'argent à la LD. Contrairement à cet ancien du PIT-PAI qui fustige la corruption dans le milieu. C'est une arme de corruption entre les mains du président de la République pour détruire ses adversaires et tous ceux qui ne sont pas avec lui. Parce que c'est avec cet argent, et puis au lieu de faire officiellement, comme je l'ai dit une fois, le financement des partis politiques, c'est-à-dire on appelle de côté
les uns et les autres, etc., pour leur donner de l'argent. Il va plus loin et suggère. Les partis de gauche, en général, ont été piégés par le président de la République, de Wade à Macky. La patrie, avant le parti, n'est pas encore, comment dirais-je, une réalité incarnée par les membres de l'APR. Après le syndrome des 30 millions de francs CFA reçus par la JPAD de Landing Savané, place aujourd'hui aux 4 millions de francs CFA reçus par Mamadou Ndoye, ancien secrétaire général de la Ligue démocratique. Des montants versés par des chefs d'État pour anéantir les partis de gauche, selon certains chroniqueurs. Cependant, ils interpellent l'ancien secrétaire de la Ligue démocratique d'éclairer la lanterne. Parlons éducation à présent, des mesures sont prises pour rendre opérationnel le démarrage des cours dès le premier jour de la rentrée scolaire. Des assurances données par le sous-préfet de Dakar Plateau, Djibi Diallo, prenait part à un comité local de développement, un cadre de concertation mis sur pied qui réunit organisations syndicales, parents d'élèves, entre autres acteurs, pour une année scolaire apaisée. Je vous propose de l'écouter au micro de Mambiram Diouf. L'élément n'est pas en place, certainement nous y reviendrons avant la fin de ce journal. Cité Taoufekh Yakar de Tivaouane-Peulh, les populations dénoncent le manque d'équipements collectifs et l'enclavement de la zone dû à l'accès difficile. Le maire console et avance que les projets sont en cours de réalisation pour atténuer les problèmes de ces relogés des inondations. Les détails avec Ousseinou Thiam et Bira Diagne. Recasés à la cité Taoufekh Yakar Tivaouane-Peulh, les populations éprouvent d'énormes difficultés liées à l'absence d'équipements collectifs. En assemblée générale, ces populations déplorent. C'est parce que la cité est confrontée à énormément de problèmes. C'est les infrastructures routières. Comme vous pouvez le constater, les tatas sont là. Mais jusqu'à présent, les bus Dakar Dem Dikk refusent de venir dans la localité, tout simplement parce que l'état de la route n'est pas praticable. L'espace qui était réservé aux infrastructures scolaires et sanitaires sont en train d'être clôturés afin d'être utilisés à d'autres fins. Nous pouvons citer l'exemple de la deuxième école élémentaire, du CM, du terrain de sport et du poste de santé. Du côté de la municipalité, le maire de Tivaouane-Peulh rassure et annonce des projets en cours pour soulager ces populations. Il y a l'aire de jeu et un centre de santé. Et nous avons fait les démarches nécessaires pour le CM. Alhamdoulilah, ça va se réaliser, donc c'est en cours. L'État a financé le projet et je pense qu'avant qu'on ait besoin du reste des équipements, la Socabec aura déjà quitté les lieux. Mais Ageroute a pris la décision de réaliser des voies d'accès. Et dans le cadre de Promoville aussi, nous sommes en train de faire les démarches nécessaires pour vraiment améliorer les conditions d'accès au niveau de la site de Taoufekh Tivaouane-Peulh. Nous pensons que des solutions sont prises. C'est l'exécution, c'est le financement, l'exécution. Nous verrons quand même beaucoup d'améliorations dans cette zone. A rappeler que ces populations de Taoufekh Tivaouane-Peulh ont été recasées d'urgence dans la zone suite aux fortes inondations survenues dans la banlieue dakaroise. Santé à présent, le taux de prévalence contraceptive est passé de 12 à 25%, ce qui constitue un grand bond pour les acteurs du secteur. Le Sénégal a célébré la journée internationale de la contraception, occasion saisie par les services en charge de la promotion de la planification de faire l'état des lieux. Compte rendu signé Chertidiane John et Diafaraba. 166 000 grossesses non désirées évitées, de même que 400 000 décès de mères et 53 000 avortements. Des performances que notre pays a eu à réaliser suite aux manquements tirés du bilan des OMD de 2015. Le Sénégal s'est lancé dans l'espacement des naissances à travers une politique de contraception, de lutte contre les infections sexuellement transmissibles et de lutte contre l'infécondité. Donc le Sénégal est un bon élève en termes de prévalence contraceptive. De 12% à 27%. Si on s'arrête à la fin donc, du deadline qui était 2015, on se rend compte que le Sénégal a fait des pas immenses dans la mesure où le taux de prévalence a été vraiment presque doublé. On est passé de 12% à 21%, même si
l'objectif n'était pas atteint. Je suis très satisfaite. Dans l'espace de 4-5 ans, le Sénégal a beaucoup fait. Ça a été démontré aujourd'hui qu'il n'y avait même pas vraiment de structure pour faire la promotion de la planification familiale au sein du ministère de la Santé il y a quelques années. Donc c'est un grand progrès qui a été fait. Le Sénégal maintenant arrive à la phase beaucoup plus complexe. C'est-à-dire il faut des réponses multisectorielles et il faut aussi un grand investissement de la part du gouvernement. Pour y arriver, il faut commencer par ralentir les naissances. Alors c'est là où nous sommes. La patronne de la division de planification familiale est convaincue que d'ici 2020, le Sénégal va réduire drastiquement le taux de mortalité maternelle et néonatale. Parce qu'il y a eu des engagements forts, donc des autorités, des partenaires techniques et financiers, en tout cas de toute la communauté, pour vraiment travailler à ce qu'on puisse réduire la mortalité maternelle, néonatale, infantile et chez les jeunes. Et je reste en tout cas optimiste qu'on peut en tout cas au moins s'approcher de cet objectif. Le sommet de Londres du 11 juillet dernier a permis au Sénégal d'élaborer son plan de deuxième génération sur la planification familiale. Économie à présent, la réunion des DG des banques avec la BCEAO pour échanger sur l'activité des banques. 3 principaux points au menu de la rencontre de ce matin. D'abord, la situation du marché interbancaire. Ensuite, le point des réclamations de la clientèle. Et enfin, la situation des banques. Selon le directeur national de la BCEAO, l'institution injecte beaucoup de milliards par semaine dans le marché communautaire. Il affirme par ailleurs que les plaintes, aussi bien que les mauvais payeurs, sont très nombreux. Compte rendu signé Daniel Diouf et Tierno Laurent Mendy. Des milliards de francs CFA injectés toutes les semaines dans les banques de l'espace communautaire, bien plus que le montant des crédits interbancaires. Une démarche pourtant pas conforme à la règle. Ce mardi, nous avons prêté dans l'ensemble de l'Union monétaire ouest-africaine 3 125 milliards de francs CFA sur une semaine aux banques, sans compter les 800 milliards qu'on leur a prêtés à un mois. Alors que lorsque nous regardons les prêts que se font les banques entre elles, c'est de l'ordre de 200 milliards par semaine. C'est pas ça la bonne règle. La bonne règle, c'est que les banques se prêtent entre elles massivement et la BCEAO vient en appoint. Les réclamations clientèle sont légion dans les établissements bancaires. La Banque centrale, à son niveau, reçoit également des plaintes. Des cadres de règlement des contentieux existent. L'institution d'un tribunal du commerce est en cours. Beaucoup de clients se plaignent du système bancaire, des banques, et souvent c'est une perception qui, à l'arrivée, peut ne pas correspondre à la réalité. Et certains nous saisissent, BCEAO, pour nous demander d'arbitrer des conflits avec les banques. Le président et l'ensemble des DG, directeurs généraux, se sont accordés pour dire qu'on va communiquer davantage, que ce soit un guichet réclamation qu'on met en place dans le hall de la banque pour éviter que les personnes aillent dans les bureaux ou de bureau en bureau, comme peut-être des journées portes ouvertes. Deuxième chose, il y a un organisme qui s'appelle l'Observatoire de la qualité des services financiers, faire de sorte que ces missions d'éducation financière, ces missions d'enquête puissent être mieux fournies et derrière également faire de la médiation, parce que c'est un organisme qui peut faire la médiation pour éviter la justice. Même si les mauvais payeurs sont jugés nombreux, les banques ont engrangé des bénéfices significatifs au titre de l'exercice 2017. Le bénéfice est de l'ordre d'une 60aine de milliards, comparativement à l'année passée où c'était à peu près 34 milliards. La seule différence, c'est que l'année 2015, beaucoup de provisions ont été passées parce que la Banque centrale, la commission bancaire tiennent à ce que la situation d'une banque reflète à tout moment l'état de son portefeuille pour que les mauvais prêts soient déclassés et provisionnés. Les banques souffrent beaucoup, énormément de ceux qui ne payent pas leurs dettes et qui portent préjudice à ceux qui veulent accéder au marché du crédit bancaire. Donc les mauvais payeurs sont nombreux. Pour rappel, cette rencontre est organisée tous les 3 mois. Elle réunit la Banque centrale et les directeurs généraux de banques pour échanger sur leur activité et leurs points d'intérêt commun.
Daniel Diouf en marge de la réunion trimestrielle de la BCEAO avec les DG de banque. Donc, le directeur national de la BCEAO s'est prononcé sur la polémique autour de la crédibilité du franc CFA. Ahmadou Alminouli soutient que le franc CFA ne souffre d'aucune crédibilité puisqu'il remplit toutes les trois fonctions d'une monnaie. Je vous propose de l'écouter. C'est une unité de compte. Toutes les monnaies peuvent s'en réclamer. C'est un intermédiaire dans les échanges. Il y a des monnaies qui n'y arrivent pas parce qu'il y a des pays où vous avez la dollarisation. Quand vous allez au marché, vous allez payer en dollars. Et enfin, c'est une réserve de valeur. Ça vous permet de faire une épargne et de vous dire que vous n'allez pas, d'ici 1 an, d'ici 2 ans, d'ici à 3 ans, perdre en valeur, en pouvoir d'achat. Quand une monnaie remplit toutes ces 3 conditions, c'est une excellente monnaie. Ce qui est le cas du franc CFA et qui fait qu'au-delà des pays qui ont en commun le franc CFA circule dans d'autres juridictions, que ce soit la Gambie, le Nigeria, le Ghana, etc. Deuxièmement, une monnaie, on la juge également dans sa valeur externe. Est-ce qu'elle est en mesure de préserver l'accès aux devises? Dans cette zone, on a une garantie de convertibilité illimitée, évidemment, qui emporte des contreparties, mais contreparties qui n'ont rien à voir avec ce que la rue dit. Nous avons eu l'occasion d'apporter des démentis là-dessus. Un mot de basket avant de refermer cette édition. La reine 2017 s'appelle Ndeysen de l'AS Ville de Dakar. Le roi Louis Adams de l'AS Douanes. Justement, nous sommes allés à la rencontre du meneur de jeu de l'AS Douanes et de l'équipe nationale du Sénégal qui se dit très fier de remporter cette couronne. Il estime que le soutien de ses coéquipiers et du staff technique a été déterminant. Pape Faraning, Pape Sangone Mbaye. Le basket est lui un amour d'enfance. Fan de Kobe Bryant, Louis Adams était prédestiné à une belle carrière de basketball. Donc tu vois, quand tu es né dans une famille de sport, c'est facile d'intégrer. Mais mon père, j'ai commencé à jouer au basket à l'âge de 4 ans à la gendarmerie de Dakar. Mais c'est avec tout ce que mon père me disait, il disait que depuis que je suis né, là, il m'a mené au terrain pour que je puisse regarder les matchs. Il disait qu'à chaque fois que ma grand-mère mettait les seaux, je coupais les seaux pour faire du basket. Donc. Désigné roi du basket pour la première fois, une consécration qui n'est pas du tout fortuite au vu de sa saison. Ça prouve que tu as eu un championnat vraiment formidable. Et c'est grâce, je remercie, c'est grâce à l'équipe et à mes partenaires, à l'encadrement, parce que sans eux, je ne pouvais pas avoir ce trophée-là. C'est seulement un travail qui a duré, qui a payé avec tout ce que j'ai vécu durant cette saison. L'international sénégalais de basket, après son passage aux États-Unis, le meneur des Gabolous ambitionne de jouer dans le haut niveau. L'ambition d'un basketteur, c'est d'aller jouer en professionnel et j'espère que cette année, l'année prochaine, j'aurai une opportunité pour aller jouer en pro. Malgré une médaille de bronze à l'Afrobasket, l'enfant de la Médina ne digère toujours pas la défaite contre le Nigeria. L'Afrobasket a été dur, tu vois, on est vraiment désolé, on voulait amener cette coupe, mais c'est dommage, au moins on a amené une médaille et c'est une médaille de bronze. On voulait vraiment gagner cette Afrobasket parce qu'on y croyait beaucoup, mais peut-être c'est ce que Dieu a décidé et on n'y peut rien. Louis Adams, grand artisan du titre de champion du Sénégal avec les Gabolous, crédité d'un bon parcours à l'Afrobasket, le meneur des Lions n'a qu'un seul rêve, soulever le 6e trophée continental pour son pays. Faraning, merci. C'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information. Ce sera à 0h avec le tout en images. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futurs Médias. Au revoir.